Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2809 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 12 février avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord, c'est le Géorgien Kvaratskhelia, il fête aujourd'hui ses 23 ans, le joueur de Naples. Bon anniversaire à lui. Et également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire, comme Nicolo Fagioli, un joueur de la Juventus Turin, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Ou Rafinha, ancien joueur du Barça ou même du PSG, il fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé ce week-end et il y a énormément de choses à dire et on commence tout d'abord avec la Coupe d'Afrique des Nations et la finale. Elle avait lieu hier soir entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire et c'est la Côte d'Ivoire qui s'est imposée 2-1 à domicile. Pourtant le Nigeria menait 1-0 dans le match mais la Côte d'Ivoire comme souvent lors de cette CAN, ils n'ont rien lâché et ils ont renversé le match grâce à Franck Kessié et Sébastien Haller, les deux buteurs côté ivoirien en deuxième période. Donc voilà, la Côte d'Ivoire s'impose 2-1 et surtout gagne cette finale, une finale totalement maîtrisée et logique qui gagne. Ça aurait été une surprise qu'ils perdent parce que le Nigeria, les gars, ils n'ont rien proposé. Ça a été un Nigeria très décevant. 5 tirs seulement dans le match, une frappe cadrée seulement pour le Nigeria. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 18 tirs, 8 tirs cadrés. Il aurait pu avoir 3, 4, 5, 1. Mais bon, que ça soit 5-1, 2-1 ou 1-0. Le plus important, c'est de gagner en finale. Et voilà, la Côte d'Ivoire, logiquement, s'impose lors de cette rencontre. Et du coup, la Côte d'Ivoire est sacrée championne d'Afrique des Nations. Donc, vainqueur du Nigeria en finale, les éléphants décrochent leur troisième étoile sur leur maillot. Maintenant, il y en avait deux. Il y aura une troisième étoile lors de leur prochain match et c'est mérité. On est tellement, enfin moi personnellement, je suis vraiment content pour eux parce que ce qu'ils ont vécu lors de cette CAN, c'est quand même fou. Donc la folie ivoirienne. Donc il succède au Sénégal qui avait remporté la compétition en 2021. Il succède également à l'Algérie qui avait remporté la compète en 2019. On peut voir les derniers vainqueurs. À noter que la Côte d'Ivoire avait déjà remporté la CAN il y a moins de 10 ans. C'était en 2015. Donc voilà, une grosse nation bien sûr du football africain. Ça on le sait tous. Et la Côte d'Ivoire devient le premier pays à remporter une CAN à domicile depuis l'Égypte en 2006 parce que toutes les autres équipes qui ont organisé les CAN à chaque fois, elles floppaient, elles n'arrivaient pas à gagner le titre chez elles. Ça y est, cette fois-ci, pour la Côte d'Ivoire, ça passe bien sûr pour cette CAN à domicile. Et le palmarès de la Côte d'Ivoire à la CAN, donc en 1992, la première CAN, 2015 et là 2024. Donc voilà, bien évidemment, ça leur fait du bien et surtout, ils reviennent par rapport à leur adversaire du soir hier, l'équipe qu'ils ont battue en finale, la Côte d'Ivoire 3 CAN, le Nigeria 3 CAN également, donc il y a seulement le Ghana qui en a 4, le Cameroun qui en a 5 et l'Égypte toujours, l'équipe qui en a le plus remporté de Coupe d'Afrique des Nations, 7 CAN, donc voilà le palmarès on peut dire mis à jour par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations, donc félicitations bien sûr à cette équipe, quelques photos de la joie des joueurs ivoiriens après ce sacre mérité quand même, comme j'ai dit dans cette CAN. Il y a eu des rebondissements de fou. Pour moi, c'était certainement... On l'avait dit en plus avant la CAN que ça allait être une CAN très relevée. Ça a été le cas. Et pour moi, c'est certainement la plus belle CAN de l'histoire de toutes les CAN. Tellement qu'elle a été magique, cette compétition. Donc, on a quelques photos. Bien sûr, tiens, Serge Aurier, deuxième CAN pour lui. Il avait déjà été là en 2015. Et il a été là également hier, le capitaine des éléphants, félicitations à lui. Tiens, Didier Drogba, aussi avec le trophée de la CAN, on sait qu'il était quasiment en pleurs lors du 4-0, on se souvient il y a à peu près 3 semaines où ils étaient quasiment éliminés la Côte d'Ivoire. Et là, 3 semaines après, qu'il aurait cru qu'ils allaient remporter ce titre, pratiquement personne. Et c'est vrai que cette CAN, c'était fou pour la Côte d'Ivoire. Un petit rappel les gars quand même de ce qui s'est passé. Ils perdent 2 matchs de groupe et se qualifient parmi les meilleurs troisièmes. Ils ont perdu quand même 2 matchs sur 3 en phase de poule. Ça sentait pas bon, surtout qu'ils avaient pris un 4-0 à domicile. Donc goal average, c'était une catastrophe. Ils ont réussi à s'en sortir, ils ont fini parmi, il y avait 4 meilleurs troisièmes, ils ont fini vraiment la dernière équipe qui a pu obtenir son billet en tant que meilleur troisième. Bref, ils changent d'entraîneur après la phase de groupe, ils ont enlevé Jean-Luc Gasset, ils ont mis Emers Faye, qu'on va parler là juste après. Ils se qualifient en quart au tir au but, ils se qualifient en demi-finale à 10 contre 11, ils jouent avec un joueur en moins, ils ont réussi à se qualifier après prolongation et titre à domicile. Voilà, c'était sûr, je l'avais dit en plus il y a quelques jours, je vois pas comment ils peuvent perdre la finale après tout ce qui leur est arrivé depuis le début de la CAN. Et voilà, ils remportent cette compétition et mission accomplie pour Emers Faé, le coach de cette équipe. N'oubliez pas qu'il a remplacé Jean-Louis Gasset après la claque reçue, le 4-0. Mais n'oubliez pas qu'à l'époque, regardez, on peut voir qu'il était entraîneur des jeunes à Nice, entraîneur des U19 à Nice, il était entraîneur de Clermont, l'équipe B, l'équipe réserve. Ensuite, il était sélectionneur U23 de la Côte d'Ivoire, donc les espoirs. Ensuite, entraîneur adjoint, puis là, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, le sélectionneur A. Par intérim, mais on pense que le président de la Fédé ivoirienne va certainement lui proposer un contrat pour rester en place. Il a gagné la CAN, il ne va pas se faire licencier et changer de coach, bien évidemment. Donc incroyable, l'ascension est tout simplement exceptionnelle pour le coach Emers Faé. On va parler aussi de Sébastien Haller, fou en larmes dans les bras de Basile Boli. Basile Boli qui était consultant à la fin du match sur Bein Sport, puis il a interviewé
Sébastien Haller, et c'est vrai qu'Haller revient de loin. N'oubliez pas, en juillet 2022, Sébastien Haller est diagnostiqué avec un cancer des testicules. Février 2023, tiens, il y a un an, il vainc le cancer et retrouve les terrains. Et une année plus tard, il inscrit le but victorieux de la Côte d'Ivoire en finale de la CAN. N'oubliez pas qu'il a été buteur également en demi-finale. Donc deux buts hyper importants pour Sébastien Haller, et surtout ce but hier, le but du 2-1, le but du titre, on peut dire. Donc incroyable, hein, ne jamais rien lâcher. Donc voilà, magnifique joueur bien sûr, Sébastien Haller. On va parler aussi de ce joueur, il a été énorme. La Côte d'Ivoire peut remercier également ce joueur, hein, monsieur Franck Kessié, pour son parcours dans cette CAN. Lui aussi, il a été exceptionnel. Donc déjà, c'est lui qui a égalisé hier, hein, parce que n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire perd à 0. Donc il fallait bien quelqu'un qui égalise. Bah c'est lui, c'est Franck Kessié. Et donc pénalty de l'égalisation la dernière minute contre le Sénégal. Tir au but victorieux contre le Sénégal et buteur en finale pour égaliser contre le Nigeria. Monsieur Franck Kessié, je me demande encore comment le Barça a pu lâcher ce joueur et le vendre à Al Ahly l'été dernier, alors qu'ils ont préféré recruter Auriel Romeu. Donc voilà, c'est fou. Bref, donc là on parle plutôt de sa sélection, et il a été tellement important, Franck Kessié. Il explique la signification de sa célébration, toujours pourquoi il fait comme ça. Il a dit: papa était footballeur, puis il est devenu soldat et il est décédé. Mon geste est pour lui. Voilà, à chaque fois pourquoi il marque. En plus, il a marqué dans un match, une finale, tout ça. Pourquoi il fait cette célébration-là? Pour rendre hommage à son papa décédé. On va parler aussi de ce joueur. Bon, il n'a pas été buteur hier, hein, ça a été Haller et Franck Kessié, mais il a été exceptionnel. C'est Simon Adingra, c'est simple, hein. Il a réalisé les 2 passes décisives sur les 2 buts ivoiriens. 2 passes D pour lui. Félicitations à cette jeune pépite, hein. On va parler aussi de ces joueurs de Ligue 1 qui sont champions d'Afrique. Diakité, joueur de Reims, Singo, joueur de Monaco, et Jérémy Boga, joueur de Nice. Voilà, ces 3-là sont champions d'Afrique, et c'est des joueurs qui évoluent dans le championnat français. Donc là, je pense qu'il va y avoir quand même quelques jours de repos pour fêter ce titre, hein, du côté avec les fans, hein, ivoiriens. Puis d'ici, je sais pas, 3-4 jours, ils reviendront bien sûr en club, hein, pour continuer bien sûr, hein, cette saison. Max-Alain Gradel, un légende aussi, hein, du côté de la Côte d'Ivoire, hein. Donc il a dit: cette CAN est spéciale, elle est plus que spéciale, hein. Je rends gloire à Dieu, car ce n'est pas donné à tout le monde de gagner une CAN dans ce propre pays. Je dis merci au peuple ivoirien, par la grâce de Dieu, on a réussi à relever le défi. Il n'a pas oublié Max-Alain Gradel, il n'a pas oublié le Maroc, hein. Pourquoi le Maroc? Parce que le Maroc a quand même sauvé la Côte d'Ivoire d'une élimination dès les phases de poule. Gradel rend hommage au Maroc en brandissant leur drapeau après la victoire de la CAN. Regardez, il a fait le tour du stade, là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, en plein milieu, avec le drapeau marocain, parce que le Maroc avait battu la Zambie. Parce que si la Zambie aurait fait juste un nul contre le Maroc, la Zambie aurait fini meilleure 3e et la Côte d'Ivoire aurait été éliminée. Et du coup, le Maroc s'est imposé 1-0. Et du coup, c'est aussi grâce au Maroc, on peut dire, que la Côte d'Ivoire a pu faire après ce magnifique parcours. Sinon, elle n'aurait pas été là. Et regardez, le drapeau marocain a été mis à la fin du match, hein, sur les écrans géants. Et immense hommage des supporters ivoiriens pour le Maroc avant la remise du trophée. Tout le stade a applaudi au moment de l'apparition du drapeau marocain, qui sauve, on peut dire, cette sélection ivoirienne. Du côté de Paris, ou même partout, hein, bon, parce que là j'ai vu quelques vidéos de Paris, donc les Ivoiriens fêtent le sacre de champion d'Afrique à Paris. Donc il y avait beaucoup de monde, tiens, aux Champs-Élysées, qui ont fêté bien sûr cette victoire, hein, en Coupe d'Afrique des Nations dans les rues. La règle des meilleurs troisièmes de groupe a créé des monstres, hein, qui n'ont pas peur de la défaite, c'est vrai. Je me souviens, en plus j'en ai parlé il y a 2 semaines quand ils avaient fini meilleur troisième. J'avais dit, voilà, vu que s'ils avaient obtenu le ticket, hein, j'avais dit, j'en suis sûr, il y a moins qu'ils fassent quelque chose comme un peu le Portugal, ils avaient fait en 2016, où ils avaient fini meilleur troisième, ils avaient gagné la compète, on se souvient de l'Euro. En gros, ils ont fait le même parcours, la Côte d'Ivoire, et voilà, hein, ils ont fini meilleur troisième, et voilà, ils sont partis gagner cette compétition. Donc c'est vrai que cette règle des troisièmes, après, n'est pas dans toutes les compétitions. Bon, on peut voir que ça a vraiment profité à la Côte d'Ivoire ainsi qu'au Portugal, il y a en 2016. Et la Fédération ivoirienne de football va recevoir un chèque de 6,4 millions d'euros en prime de victoire sur cette CAN. Une grosse rentrée d'argent, ça c'est bien sûr une très bonne nouvelle, hein, pour la Fédé ivoirienne, avec ce jackpot, on peut dire, par rapport à ce titre. Côté équipe qui a perdu, parce qu'on a parlé que de la Côte d'Ivoire, hein, bien sûr, c'est la fête. Mais côté Nigeria, grosse déception, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait le match qu'il fallait, hein. Et la déception de Victor Osimhen au coup de sifflet final, on peut voir qu'il était dépité. Victor Osimhen, c'est dommage, il a remporté le Ballon d'Or africain il y a 2 mois, il aurait pu remporter cette CAN-là, ça aurait fait 2 gros trophées, il aurait vraiment marqué l'histoire du football africain. Bon, il a déjà marqué l'histoire du football africain, mais il n'a toujours pas cette CAN, on peut dire. Victor Osimhen, peut-être lors de la prochaine, hein, qui se déroulera dès l'année prochaine. Donc on peut voir le gardien aussi, on peut voir ce joueur, les gars, qui a été le premier buteur du match. Et on peut voir quand il menait 1-0, Drogba, il était très très inquiet. Et record, hein, William Trost-Ekong devient le défenseur ayant le plus marqué dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est lui qui a ouvert le score, il y avait 1-0 pour le Nigeria, c'est lui qui a marqué 5 buts pour lui. Bon, pas que sur cette CAN, mais sur toutes les CAN qu'il a disputées, c'est le meilleur buteur en tant que défenseur, en gros. Donc, et surtout, il est efficace, hein. Il a fait 6 tirs cadrés et a marqué 5 buts.
lors de toutes les CAN qu'il a disputées. Donc voilà, félicitations à ce joueur qui a été élu meilleur joueur de cette CAN 2023. Hein, ce joueur William Trust Ekong. Voilà, donc c'est lui qui a reçu le prix. Voilà, c'est le GOAT, on va dire, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations à lui. Le meilleur gardien de la CAN, bon, sans surprise, on s'en doutait que ça allait être lui, hein, c'est Ronwell Williams, le gardien sud-africain, avec tous les arrêts qu'il a pu faire lors des tours précédents. Donc voilà, c'est lui qui a reçu le prix du meilleur gardien, le prix du meilleur jeune joueur de cette CAN. C'est le jeune Simon Adingra, tiens, qui a été élu meilleur joueur de la finale hier. Ah, donc c'est lui le meilleur jeune joueur, hein, de cette compète. Félicitations à lui. Le meilleur coach, c'est bien évidemment Emers Faye, voilà, qui est arrivé en poste, hein, dès les matchs élimination directe. Il n'a pas entraîné la Côte d'Ivoire lors des matchs de poule, mais logiquement c'est lui aussi qui remporte ce prix. Félicitations à lui. Le meilleur buteur de cette CAN, c'est Emilio Nsue, l'attaquant de la Guinée équatoriale, hein, qui finit avec 5 buts en 4 matchs. Voilà, donc très très bien. Donc il finit devant Mostafa Mohamed ou même Gelson Daya, je crois que c'est marqué parce que c'est un petit peu en police, un peu, ou Dalla, je crois. Donc voilà, 4 buts, mais voilà, c'est bien Nsue, les gars, qui a 5 buts, qui est le meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et du coup, le tableau final, ça y est maintenant, il n'y a plus rien à rajouter, tout est mis. Voilà, tous les drapeaux, enfin le drapeau ivoirien, c'est celui qui est éclairé au maximum sur la coupe, c'est-à-dire que c'est bien sûr l'équipe qui a remporté cette compétition. Et concernant, parce qu'il y avait un match également samedi, le match de la petite place, rapidement, l'Afrique du Sud contre la RDC, 0-0, tir au but, et c'est l'Afrique du Sud qui s'est imposé lors de cette séance des tirs au but, parce que ce gardien qui a été élu en plus meilleur gardien de la CAN, j'ai dit, il a encore été exceptionnel avec 2 arrêts décisifs lors de la séance. Et du coup, l'Afrique du Sud remporte ce prix, hein. Voilà, le prix de la 3e place, hein, donc du coup la médaille de bronze. Ils étaient présents, hein, lors de la rencontre hier, hein, je peux voir après la cérémonie, il y avait tout le monde, il y avait même les arbitres qui ont reçu leur prix, et aussi bien sûr l'Afrique du Sud. Et une petite info concernant cette équipe, hein, n'oubliez pas qu'elle avait convoqué 23 joueurs pour la CAN, 21 joueurs évoluant en Afrique, hein, 20 évoluant dans le championnat local et 10 joueurs de Sondo. Il y avait quand même 10 joueurs qui évoluent ensemble dans la même équipe du côté de Sondo, dans le championnat sud-africain. Donc c'est pour ça que les joueurs avaient déjà des connexions, c'est pour ça qu'ils ont très bien performé. Pour eux, la CAN est totalement réussie, hein, 3e place. Ça a été un peu l'équipe surprise, on peut dire, hein, cette équipe sud-africaine. Et du coup, pour faire le bilan de cette CAN, parce que là c'est fini, j'aurai peut-être quelques infos dans les prochains jours, mais là il n'y a plus de match, on est d'accord, la finale a été jouée hier. Donc 118 buts en 52 matchs, hein, c'est tout simplement historique. La CAN 2023 est la plus prolifique de l'histoire depuis que la compétition se joue à 24 équipes. Hein, on s'est régalé, c'est vrai, hein, on avait dit, hein, qu'elle était certainement belle, cette CAN. Elle a été. Donc voilà, hein, vraiment merci à tous ceux qui ont pu participer à cette CAN, de nous avoir vibré, hein, parce que elle a été exceptionnelle. Et du coup, la prochaine, les gars, c'est déjà l'année prochaine, hein, c'est en 2025, elle se déroulera au Maroc. Donc on a déjà hâte. Donc voilà, concernant, les gars, cette compétition. On continue, il y avait aussi une autre compète, une autre finale, la Coupe d'Asie, la Jordanie contre le Qatar, et le Qatar s'est imposé 3-1. Donc 3 buts de Afif, 3 buts sur penalty, hein, pour le Qatar. Donc le Qatar remporte, hein, tout simplement cette compétition. On peut voir les stats, hein. 16 joueurs et 6 tirs cadrés pour la Jordanie, 7 tirs cadrés pour le Qatar. Voilà, le Qatar, comme je dis, avec 3 tirs au but, hein, 3 penalty, mais ils ont gagné le match. Et le Qatar récidive, hein, parce que c'est déjà l'équipe qui avait gagné la compétition en 2019. Ils avaient remporté la Coupe d'Asie en 2019. Et back to back, on peut dire, pour le Qatar. On peut voir avant les autres sélections qui avaient remporté bien sûr cette compète. Et du coup le Qatar, avec une deuxième fois titré, donc ils reviennent au même niveau que la Corée, hein, qui a remporté également 2 fois la Coupe d'Asie, recordman sur le Japon avec 4 victoires en Coupe d'Asie. Et concernant ce joueur, hein, j'ai dit, donc il a marqué un triplé sur penalty, et lors de son premier but sur penalty, il nous a fait une célébration tour de magie, hein. Je peux, il a sorti des cartes. C'était mis entre ses chaussettes, son protège tibia, et il a fait un tour de magie, un tour de passe-passe, puis voilà, voilà, c'est une petite célébration qu'il a pu faire. Et concernant ce joueur, les gars, donc il a inscrit un triplé en finale d'une coupe, hein, donc la Coupe d'Asie, un peu comme un Kylian Mbappé. Petite particularité, c'était dans le même stade, hein, parce qu'oubliez pas que cette Coupe d'Asie se déroulait au Qatar, hein, comme la Coupe du Monde, c'était déroulé par exemple France-Argentine. Donc dans le même stade, Mbappé et ce joueur Afif ont marqué un triplé. Donc l'un a gagné, l'autre a perdu au tir au but, hein. C'était bien sûr l'équipe de France avec contre l'Argentine. Bref, et ce joueur, les gars, quand même, il fait une grosse Coupe d'Asie, donc il finit avec en 7 matchs, 8 buts et 3 passes D, dont un triplé en finale. Hein, donc félicitations à lui. Et c'est vrai qu'il y a des internautes, hein, qui se sont dit, voilà, c'est le Qatar, il y a eu 3 pénaltys pour le Qatar en finale. Est-ce que ça aurait pas été un petit peu truqué ce match, hein? Par exemple, tiens, lui, il a dit, c'est la finale la plus truquée que j'ai jamais vue. Un autre, il a dit, combien de pénaltys le Qatar va-t-il avoir truqué? Et un autre, hein, ce match restera dans l'histoire comme étant le plus truqué de tous les temps, tout tournoi confondu. La fédération qatarienne et la FC sont corrompus.
L'AFC, c'est là, en gros ceux qui gèrent la coupe d'Asie en gros. Donc voilà. Bon, j'ai pas vu le match, je sais pas si les pénaltys sont gentils, parce que ça a été gentiment donné par l'arbitre ou c'était logique, j'en sais rien. Mais voilà, il y a des internautes qui se disent en gros, c'est un peu surprenant quand même que cette équipe du Qatar, chez elle, a obtenu 3 pénaltys lors de cette finale. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire sur ces deux compétitions que j'ai parlé quasi. Je crois que je parlais tous les matchs, tous les jours, j'ai dit que j'allais revenir sur ça. Donc merci à vous de m'avoir suivi bien sûr sur ces deux compétitions qui sont finies. Donc maintenant on continue et on passe cette fois-ci au championnat et on commence tout d'abord avec la Ligue 1. Et le match hier entre Nice et Monaco, et c'est Monaco qui réalise la très bonne opération s'imposant 3-2 du côté de Nice. Le doublé de Zakaria doit un magnifique but. L'ouverture du score, une frappe de 30 mètres, quasiment pleine lucarne, magnifique but. Il a même marqué un doublé. Golovin a été également buteur contre un but de Laborde et Guessant. Notez que Dante a pris un rouge, ce qui a pénalisé totalement l'équipe de Nice. Donc les stats de la partie, ça a été 5 tirs cadrés pour les deux équipes. Les attaquants étaient plutôt prolifiques, les gardiens très moyen hier. Et du coup, c'est Monaco qui s'impose et ça fait la une du journal. L'équipe aujourd'hui, Monaco foudroie l'équipe de Nice au terme d'un incroyable derby. Les joueurs de la Principauté ont triomphé chez leurs voisins niçois. Monaco remonte à la 3e place de ce championnat de Ligue 1. Donc voilà, à chaque fois Monaco a mené au score 1-0, 2-1, 3-2. À chaque fois, Nice arrive à revenir, mais là, après, ça a été compliqué, surtout qu'il jouait avec un joueur en moins, vu que Dante avait pris un rouge quelques minutes avant. Le Paris Saint-Germain jouait contre Lille, c'était samedi soir, et le PSG avant de recevoir la Real Sociedad après-demain. Le PSG prépare très bien ce choc européen avec une victoire 3-1. Gonzalo Ramos, Alexandro contre son camp et un but de Kolo Muani. Voilà les 3 buts côté Paris Saint-Germain, un but de Yazici. À noter que Lille menait 1-0 au bout de 6 minutes de jeu, puis voilà, le PSG a réagi juste après que Ramos a égalisé 4 minutes après. Donc, belle victoire du PSG qui a plutôt bien joué, je regardais le match. Donc 16 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts inscrits par l'équipe parisienne et une répétition réussie. Sans Kylian Mbappé, les gars, Mbappé, on sait qu'il avait pris une grosse semaine contre l'équipe cette équipe de Brest, une grosse semaine voilà, sur sa jambe. On se demandait s'il allait jouer ou non parce qu'il était bien dans le groupe. Luis Enrique ne l'a pas fait jouer, heureusement. Je préfère qu'il soit 100% après-demain. Et il a dit, nous n'avons pas voulu prendre de risques, on aurait pu le faire rentrer, il aurait pu jouer si ça avait été une finale, un match très important, là il aurait joué. Je pense que ça a été intelligent de sa part et de la mienne de faire preuve de précaution. Même lui, Mbappé, il a dit vraiment si tu as besoin de moi. Le match il est serré, il y a un 0-0, voilà, tu veux me faire jouer 20 minutes, pas de souci. Mais le match, voilà, il y avait 3-1 pour le PSG, 20-30 dernières minutes. Donc voilà, ça ne va rien de le faire rentrer. Le PSG menait 2 buts d'avance. C'était pas non plus une finale. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est resté sur le banc. Je pense que ça a été la meilleure décision. Bon, il devrait être titulaire, bien sûr, après-demain. Kylian Mbappé. Et tiens, hier, à la fin du match, c'était pas le match du PSG, mais à la fin du match Nice-Monaco, Daniel Riolo sur l'afterfoot. Donc il a dit Mbappé à Paris, c'est fini. Riolo catégorique sur l'avenir de Kylian Mbappé. Plus les jours passent, plus je le redirai. Mbappé à Paris, c'est fini. En gros, il devrait bien quitter le PSG en fin de saison pour rejoindre le Real Madrid. Depuis que j'en parle de ce dossier, là, depuis quelques semaines, voilà, c'est vraiment une tendance à un départ de Mbappé du côté de l'Espagne. On revient sur le match, nous, donc grosse première mi-temps de la part d'Ousmane Dembélé, donc il a été impliqué, donc il a délivré une passe D à l'heure de la première mi-temps, il a été impliqué sur 7 buts lors de ses 9 dernières titularisations. Dembélé, l'homme fort actuellement du côté du Paris Saint-Germain. Randal Kolo Muani, il a dit on a fait une bonne prestation, on est très fiers de nous, c'est un bon test pour mercredi et on a réussi ce test. Voilà, maintenant le match est très important, voilà, c'est après-demain. Paulo Fonseca tient en conférence de presse, le coach de Lille, donc très fair play après la défaite de Lille. Il a dit la première chose que je souhaite dire, c'est bonne chance au PSG en Ligue des Champions. Collectivement, ils sont plus forts, ils pressent tous ensemble, ils peuvent faire quelque chose cette année. Bon, on espère, c'est vrai que chaque année on a l'impression qu'ils peuvent faire quelque chose, le PSG. Puis on sait comment ça se finit avec des fois des humiliations, des fois des défaites logiques. La saison dernière, ça a été une élimination logique contre le Bayern en 8e. On verra là cette année parce que là, ça l'a porté comme du PSG, cette équipe de la Real Sociedad. Lucas Chevalier, je pense qu'on aurait pu revenir à 2-2 à l'image du match à Lyon. On a des regrets, je pense qu'on a une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Mais quand on joue à 80%, on est une équipe normale. À 100%, on est une équipe du top 5 du championnat. Donc voilà, c'est vrai qu'ils avaient déjà été éliminés contre Lyon cette semaine, la semaine dernière en Coupe de France. Puis là aussi, pensaient revenir, puis du coup ils ne sont pas revenus, ils ont plutôt pris ce 3e but, puis après ça a été fini à 3-1 pour l'équipe du LOSC. Et Benjamin André pour finir sur ce match. Donc on a fait des gros cadeaux et on est sorti du match, on démarre avec des principes, on marque et tous ceux des règles, c'est vrai qu'ils menaient 1-0, puis après 4 minutes après ils sont déjà fait égaliser. C'est dommage, on a bien commencé comme ça. Prendre un but juste après. Donc on n'a pas su reprendre le fil, c'est dommage parce qu'il y avait la place, on doit faire beaucoup mieux, ils étaient prenables. Voilà ce qu'a pu dire Benjamin André, le capitaine lillois sur cette équipe du Paris Saint-Germain. Et on va parler de ce joueur les gars, Thiago Santos face au PSG samedi soir.
Le plus de duels gagnés, c'est lui. Le plus de récupération, le plus de dribbles tentés et le plus de dribbles réussis. Voilà, on peut voir à chaque fois le nombre qu'il a réussi. Donc voilà, il a été exceptionnel malgré la défaite de son équipe. Et pour finir, tiens, avec juste le maillot du PSG, le flocage spécial Nouvel An chinois du Paris Saint-Germain pour cette rencontre contre Lille. On continue, on va parler de Lyon qui jouait du côté de Montpellier. C'était hier à 17h05. Donc ça a mal commencé pour Lyon, vu qu'il perdait 1-0. Nordin a marqué le premier but. Et ça a été le réveil en fin de match. Lacazette a égalisé et Maxence Cacrel à la 82e minute de jeu a permis à Lyon de prendre 3 points. Et Lyon actuellement, ça va très très bien. Sur les 5 derniers matchs, Lyon, les gars, si on faisait un classement de la Ligue 1, il serait classé 5e. Donc voilà, ça revient très très fort actuellement Lyon. Ça se passe beaucoup mieux pour eux. Donc les stats de la partie, on peut voir que ça a été serré. On va peut-être même plus de tir cadré pour le côté Montpellier. Mais c'est bien Lyon qui s'est imposé. Et Lyon, les gars, c'est vrai que si on regarde sur les 10 matchs, toutes compétitions confondues, donc championnat plus par exemple Coupe de France, c'est 8 victoires pour l'équipe de Lyon. On se souvient début de saison où c'était défaite sur défaite. Là, c'est quasiment victoire sur victoire pour l'équipe de l'OL. Et on va parler de ce joueur vraiment qui change la donne du côté de Lyon. Regardez, hier, il a égalisé. C'est Lacazette. Et Lacazette face à Montpellier, c'est l'équipe vraiment qu'il adore. Donc déjà, sur ses 4 derniers matchs, il a inscrit 7 buts. Je crois que la saison dernière, il a marqué un quadruplé. Il y a eu un 5-4 pour l'équipe de Montpellier. Je crois qu'il menait 4-0 ou 4-1. Puis Lyon avait gagné le match 5-4. Donc voilà, si on prend en compte la saison dernière. Et là, donc 7 buts en 4 matchs sur les 4 derniers matchs de Montpellier. Et sinon, les gars, face à Montpellier, parce qu'il a souvent joué contre Montpellier en début de carrière, donc 16 matchs en tout contre Montpellier, 15 buts et 8 passes D, c'est sa proie favorite, l'équipe de Montpellier. Pour Alexandre Lacazette et surtout sur ses derniers matchs, regardez-moi cette série, il y a quelques matchs comme Lille ou Monaco, il n'a pas marqué une passe D. Mais sinon, on peut avoir des triplés, on peut avoir des buts, on peut avoir des passes D. Donc voilà, c'est sa meilleure série depuis son retour au club en 2022 pour Alexandre Lacazette. Et actuellement, si on regarde les meilleurs buteurs pour un même club en Ligue 1 au XXIe siècle, actuellement, il est au même niveau que Cavani, 138 buts. Il y a seulement Mbappé qui fait mieux avec 168 buts du côté du PSG. Voilà. Lacazette, prochain but avec l'équipe de Lyon, il dépassera Edinson Cavani avec ses buts inscrits au Paris Saint-Germain. Saïd Benrahma fait ses débuts sous les couleurs de l'équipe de Lyon. Benrahma qui a été transféré, donc il a joué. Voilà, il est rentré. Je crois pas qu'il était titulaire, donc il a rentré en cours de jeu. Donc voilà, Saïd Benrahma. Jack O'Brien, c'est par rapport, vous savez, cette affiche, c'est plutôt Jack Daniel, une marque d'alcool. Et là, il y en a qui ont changé ça avec Jack O'Brien. Donc O'Brien, c'est un défenseur de Lyon, irlandais bien sûr, qui fait une grosse saison. Côté Montpellier, Accor Adams n'y arrive plus. C'est vrai que lui, il a marqué pas mal de buts en tout début de saison, des doublés, tout ça. Il est au même niveau, il suivait la cadence Mbappé. Puis là, ça fait 11 matchs d'affilée qu'il n'a pas marqué le moindre but, l'attaquant nigérien. Donc là, lui, c'est beaucoup plus compliqué actuellement de scorer. Et sinon, le buteur, c'est Nordin. Donc il a inscrit 3 buts en Ligue 1 cette saison. 2 de ces 3 buts ont été marqués contre Lyon, donc un hier et un aussi au match aller au Groupama Stadium. On va parler de Lens qui joue contre Strasbourg et Lens s'est imposé 3-1, donc félicitations à cette équipe. Donc les stats de la partie, on peut voir que même Strasbourg a plus de tirs, 19 tirs pour Strasbourg, 10 tirs pour l'équipe de Lens, mais c'est bien Lens qui a été plus efficace. Et voilà, parfait bien sûr pour cette équipe lensoise qui prépare bien son 16e de finale jeudi contre l'équipe de Fribourg. Donc voilà, et Wai les gars était buteur et passeur D, pas mal, et surtout il n'avait plus marqué depuis le 25 novembre dernier. Oui, donc c'était la disette totale pour lui, quasiment plus de 2 mois et demi. Et enfin, il retrouve le chemin des filets. Ça va lui faire du bien. Et lui aussi, les gars, donc lui aussi, gros match. Donc lui, un but et 2 passes décisives pour David Pereira d'Acosta face à Strasbourg. Quel crack. Voilà, bien sûr, ce joueur lensois. Et Jonathan Gradit, donc joueur lensois, il a dit on est tombé face à une belle équipe strasbourgeoise. On était ambition, on a une belle marge de progression, mais on est sur la bonne voie pour la suite. Et Jesse Demingay, qui est un joueur de Strasbourg, par rapport au match, il a dit on a trouvé un équilibre, on réalise de bonnes performances. C'est encourageant pour la suite et ça finira par payer. Parce qu'ils ont quand même fait une belle partie avec les stats. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas même réussi à prendre un point. Ils ont pris 0 points, défaite à Lens. Le Stade Rennais, avant de se déplacer à San Siro, à l'AC Milan, un jeudi soir, il se déplaçait au Havre. C'était ce week-end. Et victoire des Rennais, c'était hier à 13h. Victoire des Rennais 1-0. Bourigeaud, l'unique buteur du match. On peut voir les statistiques de la partie. 2 tirs cadrés pour Rennes, un but. Alors que le Havre a eu plus de 5 tirs cadrés, donc 5 arrêts. La demande Nanda qui a fait un gros match dans les cages rennaises. Donc Rennes, les gars, actuellement, ça se passe très très bien. Ils ont préparé parfaitement leur déplacement en Italie. Ils restent sur 8 victoires d'affilée, Rennes. Voilà, donc que ça en Coupe de France, que ça soit peu importe. Il y a eu des Ligue 2, Guingamp, il y a eu Sochaux en National 1, il y a eu OM au tir au but à la Coupe de France.
ou en Ligue 1. C'est 8 victoires d'affilée pour cette équipe du Stade Rennais et Benjamin Bourigeaud, l'unique buteur du match. Donc depuis son arrivée à Rennes, c'est 292 matchs et c'est 57 buts et 61 passes D, dont le but hier. Donc voilà, c'est une légende on peut dire du côté du Stade Rennais, Benjamin Bourigeaud. Alors, quasiment 300 matchs disputés, c'est énorme. Clermont contre Brest, score final un partout entre ces deux équipes. Pas un bon résultat pour Brest, parce qu'en Brest c'était quand même une grosse équipe du championnat. Enfin, c'est une belle équipe, ce qui fait une belle saison. Pour l'instant, ils perdent des points. Ils avaient perdu contre le PSG qui a élimination en Coupe de France il y a quelques jours. Puis là, ils prennent seulement un point de leur déplacement à Clermont. Pourtant, ils se dominaient le match, on peut voir. Beaucoup plus de tirs cadrés, mais voilà, partage des points entre ces deux équipes. Et la tribune livradois de Clermont adresse un sacré message à ces joueurs, comme vous, sans envie. Ils étaient derrière, donc il n'y avait même pas d'ambiance. Voilà, comme vous, on ne met pas d'ambiance parce que vous ne montrez rien tout simplement lors des rencontres. Donc voilà, partage des points. C'est comme un bon point près, on va dire, pour Clermont. Mais bon, ils auraient préféré prendre les 3 points, bien sûr, pour avoir des points pour se maintenir. Toulouse contre l'équipe de Nantes. Et c'est Nantes qui s'est imposé 2-1. N'oubliez pas que ça, c'était l'affiche la saison dernière de la Coupe de France où Toulouse a écrasé Nantes. Je ne sais plus combien, 5-0. Je ne sais plus, il y a déjà 4-0 au bout de 20 minutes de jeu, c'était n'importe quoi. Donc là, Toulouse est parti prendre les 3 points. Du côté du TFC, donc Mostafa Mohamed, magnifique but au bout de 2 minutes de jeu, un coup franc qui est parti. Donc, déjà, on peut voir que Toulouse, ils se déplacent au Benfica là, jeudi, donc ils préparent mal leur déplacement, mais ils ont totalement dominé le match. 74% de possession de balle, 16 tirs, mais seulement 3 tirs cadrés, donc voilà, ils ont été très peu dangereux, on peut dire, et c'est Nantes qui les a punis. Et Mostafa Mohamed, qui a fini deuxième meilleur buteur ex aequo avec un autre joueur de la CAN, donc il a coup franc les gars, qui a fini au fond des filets, magnifique but de l'attaquant égyptien. Et vu au stadium de Toulouse cet après-midi, vous êtes des Nantes, on peut voir le mot, je pourrais le dire, voilà, parce que c'est un gros mot, donc voilà, parce qu'ils ne s'aiment pas trop, les supporters nantais et les supporters toulousains depuis la finale de la Coupe de France l'année dernière, où c'était chaud, donc voilà, un petit message pour les supporters nantais. Lorient contre Reims, c'est Lorient qui s'est imposé 2-0, Bamba et Bakayoko, les deux buteurs côté lorientais, belle victoire, une victoire très importante, et surtout Lorient monte à la 16e place après 2 victoires consécutives. Ils avaient gagné à Metz la semaine dernière, qui était derrière eux au même niveau qu'eux, on va dire, et là ils gagnent contre Reims, donc là ils ont pris 6 points sur leurs 6 points qu'ils auraient pu prendre lors des 2 derniers matchs, donc parfait, ils remontent un peu au classement, et Reims ça va plus du tout, leurs 4 derniers matchs, 3 défaites, 1 nul pour Reims. L'équipe de Will Steele actuellement a fait totalement du surplace. Sinon, tous les autres résultats, il restait plus que Marseille, mais j'en ai parlé samedi avec le match a eu lieu vendredi. Sinon, tous les autres matchs, j'en ai parlé. Donc, le classement des meilleurs buteurs, ça bouge pas. Mbappé toujours en tête, 20 buts inscrits. Ben Yedder, Lacazette, Lacazette revient sur Ben Yedder, qui a été buteur. David et Adams, je l'ai dit, ça fait plus de 11 matchs, il n'a pas marqué, 7 buts toujours pour accord Adams. Le classement, donc le PSG réalise la très bonne opération en s'imposant, surtout que Nice a perdu. Donc, le PSG a 11 points d'avance maintenant sur Nice. Donc, le PSG maintenant peut se concentrer à 100% sur la Champions League. Donc le PSG sera certainement champion. Après il y a les places, n'oubliez pas, regardez, on peut voir 3 couleurs vertes là. C'est les 3 premiers qualifiés directement en Ligue des Champions. Et le 4e où c'est un peu du vert plus clair, ce sera un barrage de Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'il y a une place en plus, vu que la Ligue des Champions aura plus d'équipes pour la prochaine édition. Donc voilà, c'est très important en gros de finir sur le podium pour cette future saison. Donc Marseille 8e, Lyon remonte à la 13e position, qui était encore dernier il y a à peu près 2-3 mois. Donc voilà, concernant ce classement, on parle rapidement de la Ligue 2 parce qu'il y avait un gros match, c'est simple. Le premier contre le deuxième. Angers contre la Auxerre, et c'est la Auxerre qui s'est imposé 1-0, et surtout la Auxerre, les gars, a joué à 10 pendant 60 minutes, au bout de 30 minutes de jeu, ils ont pris un carton rouge, donc en gros, c'était pas bon, et du coup, ils ont quand même gagné le match, incroyable, grâce à un penalty de Jubal à la 90e minute de jeu, et du coup, Angers s'est incliné, donc voilà, Auxerre 1-0, et il reste un match ce soir, Saint-Etienne contre l'équipe de Troyes, et au classement, Auxerre repasse devant Angers, 47-46, puis après 40 points pour Grenoble, donc voilà, concernant ce championnat de Ligue 2, c'est les 2 premiers qui montent en Ligue 1, puis après, il y aura des systèmes de play-off avec aussi le 16e de Ligue 1 pour un match de barrage. Direction la Première Ligue, on commence avec l'humiliation, le carton de Arsenal du côté de West Ham, 0-6, 6-0, Saliba, Saka doublé, Gabriel, Leandro Trossard buteur et Declan Rice également buteur, 6-0, voilà, grosse correction. Regardez West Ham les gars, 5 tirs, 1 tir cadré dans le match, 29% de possession de balle, Arsenal 25 tirs, 12 tirs cadrés, la moitié des tirs cadrés ont fini au fond des filets. Incroyable, bien sûr, l'équipe des Gunners, tout leur a souri hier. Et les supporters de West Ham, c'est pas du tout passé à la mi-temps, il y avait 4-0. Voilà, regardez, on peut voir que c'était un drone qui filmait autour du stade. Il y a
beaucoup de supporters ont en gros quitté le stade. 4-0, humiliation, ils n'ont pas resté jusqu'à la fin, ils sont partis, ils ont pas encore 2 autres buts. Des Gunners s'inscrit quelques minutes après. Donc voilà, concernant cette correction, les supporters qui sont restés, regardez, ils étaient quasiment en train de dormir. Voilà, parce que c'est une humiliation qu'ils ont subie. West Ham à domicile, on va parler d'un ancien joueur de West Ham, maintenant il joue à Arsenal. Declan Rice, et il a été buteur, regardez un but, je sais pas il y a combien là, 25, là on est à peu près à 30 mètres à peu près, un magnifique frappe de Declan Rice, donc en plus il a fait mal à son ancien club, un but et 2 passes D en 67 minutes de jeu pour Declan Rice, donc avec ce magnifique but qu'il a marqué, donc il n'a pas célébré par rapport au respect de son ancien club, ou bien sûr où il joue encore, tiens il y a encore un an, il joue encore du côté de West Ham, en plus il a remporté la coupe, c'était quoi, la Conference League la saison dernière avec les Hammers, donc voilà. Et Piers Morgan, qui est un consultant sur une chaîne sportive, dénonce le manque de classe, on peut dire, des supporters de West Ham suite au huée visant Declan Rice cet après-midi. En gros, à chaque fois que touchait le ballon, il était sifflé Declan Rice, alors que c'est quand même une légende du club, qui leur a fait gagner un trophée européen la saison dernière. Il a dit quel manque de classe de la part des fans de West Ham de siffler, d'insulter sans cesse Declan Rice après tout ce qu'il a fait pour leur club. Donc voilà ce qu'il a pu marquer sur son compte Twitter. Des joueurs, donc Declan Rice, lui il n'a pas célébré, mais il y en a des autres les gars qui ont célébré, comme Saliba, qui a été buteur. Il a célébré bien évidemment, et Saliba vient d'inscrire son 2e but de la saison avec Arsenal en championnat, donc félicitations à lui. La même chose pour Gabriel, également buteur sur corner. Lui aussi a célébré, lui il n'y a pas eu de rancune, de respect par rapport à West Ham, une grosse célébration également. Et c'est vrai que 23% des buts d'Arsenal en championnat cette saison sont venus de corner, sont très dangereux. Surtout Saliba et surtout Gabriel, les gars, qui est un excellent joueur de tête. Vraiment il est redoutable dans cet exercice-là. Donc un but sur 4 vient d'un corner, voilà, pour Arsenal, donc une équipe redoutable sur coup de pied arrêté. Lui aussi il a été énorme, c'est Saka, doublé pour lui, donc à 22 ans, 159 jours, il est devenu le plus jeune joueur à marquer 50 buts pour Arsenal depuis Frank Stapleton en 1978, il est parti pour marquer l'histoire des Gunners, un doublé pour Bukayo Saka, donc il a aussi 100 buts et passes décumulées, donc voilà. Pépite, mais non, c'est même plus une pépite, maintenant c'est un joueur confirmé, parce qu'il va bientôt avoir 23 ans. C'est un très grand joueur, c'est un Bukayo Saka. On va parler de Trossard qui a marqué un but juste avant la mi-temps. Donc Trossard a inscrit le 8e but d'Arsenal en première ligue. Voilà, il y a un cap à chaque fois, donc là le 8e but inscrit par Arsenal en championnat, c'est Trossard les gars, le joueur belge qui a inscrit ce but là. On va parler de City qui joue contre Everton, et ça passe pour City, c'était samedi en début d'après-midi, ils ont mis longtemps à marquer. Il y avait 0-0 à la 70e minute de jeu, et Haaland les gars, 71e et 85e minute de jeu, il a mis 2 buts, et du coup City s'impose 2-0, donc les stats, City a beaucoup dominé, mais beaucoup de tirs, beaucoup de possessions, mais seulement 3 tirs cadrés, c'est peu. Voilà, après sur 3 tirs cadrés, donc il a marqué 2 buts, mais en fin de match, Everton a souffert, et c'est vrai qu'il y a eu un joueur qui a changé la donne, c'est Kevin De Bruyne. Il a commencé sur le banc, il rentre en jeu à la 57e minute de jeu. Donc Haaland buteur à la 71e, il n'a pas fait la passe D, mais pour le 2e but, c'est lui qui a fait la passe D, De Bruyne, pour le but de Erling Haaland. Et c'est vrai que Haaland, ça faisait longtemps qu'il n'a plus marqué, depuis plus de 2 mois, depuis le 28 novembre dernier avec City, ça faisait longtemps. Après il a été beaucoup blessé, voilà, quand tu es blessé, tu peux pas jouer tout simplement. Donc il est revenu, il a marqué, il a même marqué un doublé. Voilà, parfait, le retour bien sûr du cyborg Erling Haaland. Et hier, c'était samedi avant-hier, il a joué son 50e match en première ligue et 51 buts. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est simple, aucun joueur n'avait marqué plus de buts que Haaland lors de ses 50 premiers matchs de première ligue. Personne n'a fait mieux dans l'histoire de la Première Ligue par rapport à ces stats magnifiques de Erling Haaland. Kevin De Bruyne, je dis, il a été auteur d'une passe D pour le 2e but de Haaland, donc c'est simple. Quasiment tous les matchs qu'il est revenu, à part Tottenham où il n'avait pas marqué ni fait de passe D, tous les matchs, il a délivré des passes D. Voilà, ou même un coup buteur aussi contre Newcastle. Donc voilà, De Bruyne, lui aussi qui avait été longtemps blessé depuis la première journée, il revient en forme bien sûr, le joueur belge. Liverpool contre Burnley, ça passe pour Liverpool, victoire 3-1. Donc Jota, Luis Diaz et Darwin Nunez ont été les 3 buteurs côté Reds. Donc les statistiques, 25 tirs, c'est énorme, 10 tirs cadrés, 3 buts, rien à dire, Liverpool mérite totalement sa victoire. Et lui les gars, il a été exceptionnel, une passe D pour lui. Et un record également, Arnold est devenu cet après-midi le meilleur défenseur passeur dans l'histoire de la Première Ligue. 58 passes décisives à 25 ans. C'est exceptionnel, donc il dépasse, il y a un autre joueur de Liverpool, Robertson, donc les passeurs D,
en tant que défenseur, bien sûr, hein, pas en tant qu'attaquant, parce qu'il y a des attaquants qui ont beaucoup plus de passes D que. Mais voilà, en tant que défenseur, c'est pas mal. Ben, c'est lui maintenant le premier, 58 passes décisives hein, pour Alexander Arnold. Personne ne fait mieux en tant que défenseur en première ligue. Aston Villa contre Manchester United et ça passe hein, pour Manchester United, victoire 2-1. Højlund et McTominay à la 86e minute de jeu. Il a inscrit le deuxième but et Aston Villa, les gars, Aston Villa, c'est incroyable. Ils enchaînent les défaites à domicile. Avant, parce que là, ils ont perdu là, ils avaient perdu, je crois, contre Newcastle, ils avaient perdu aussi un autre match à domicile, il y a à peu près 3 semaines là, alors qu'avant ces 3 défaites à domicile, ils avaient enchaîné plus d'1 an sans perdre à domicile. Hein. Ils avaient battu Arsenal, ils avaient battu City, tout ça, ils avaient fait plus de 20 matchs à domicile sans perdre, puis là, vraiment, ils enchaînent. Voilà, maintenant, c'est compliqué pour à domicile. Bref, donc félicitations à Manchester parce qu'il faut les gagner quand même hein, au Villa Park, hein, voilà, ce stade d'Aston Villa. Et on va parler de McTominay parce qu'il est rentré en cours de jeu et il a été le buteur du 2-1. Donc voilà, but de la tête à la 86e minute hein, de jeu pour le milieu écossais. Et c'est vrai que cette saison, c'est tout simplement le meilleur buteur de Manchester United en Première Ligue avec 7 buts. Incroyable, hein, c'est un joueur en plus qui joue pas tout le temps, qui joue milieu de terrain et c'est le meilleur buteur en championnat pour cette équipe. Hein. Et c'est vrai que regardez, hein, il rentre souvent en cours de jeu, par exemple contre Brentford à la 87e minute, pareil, hein, il marque 2 fois pour une victoire 2-1, il perd 1-0. Il rentre 2 doublés pour lui, il gagne 2-1 à Manchester. Hein. Pareil contre Wolverhampton, il rentre à la 73e minute de jeu et il marque un but lors de la victoire 4-3 à Manchester, c'était la semaine dernière. Et là, il rentre à la 73e minute hein, pour marquer un but, voilà, une victoire 2-1. Donc voilà, c'est incroyable bien sûr, hein, ce joueur McTominay. Lui aussi, il a été buteur, donc lui, il a commencé titulaire. C'est Højlund qui va, ça va bien mieux pour lui. Donc, c'est lui qui avait permis à Manchester d'ouvrir le score. Et c'est vrai que sur ces 5 derniers matchs, c'est pas mal les statistiques. Hein, 5 buts et 2 passes décisives pour Højlund. Donc, si on fait le bilan, donc 5 buts et 2 passes décisives sur ces 5 derniers matchs, alors que sur ces 14 premiers matchs de Première Ligue, 0. Donc 0 but, 0 passe D. Donc voilà, rien à dire. Hein. Ça y est, s'est adapté enfin à la Première Ligue, hein, l'attaquant danois. Harry Maguire a fait un gros match hein, autour d'une passe D lors de la rencontre et surtout une grosse prestation défensive, donc il a remporté le prix du meilleur joueur de la rencontre, hein, le défenseur anglais. Onana aussi, gros match, hein, lui qui est souvent critiqué par rapport à ses performances, une note de 8.8 hein, sur une application par rapport à sa prestation qu'il a pu faire du côté de Aston Villa. Et concernant ce match, à noter que Gareth Southgate était présent au Villa Park hein, pour assister à ce Aston Villa Manchester United. Il y a aussi un Tottenham Brighton ce week-end et Tottenham s'est imposé 2-1. Johnson buteur à la 96e minute de jeu pour Tottenham, le but du 2-1. Et du coup, victoire de Tottenham, victoire très importante bien sûr pour essayer, bon, je sais pas si joue le titre, hein, je pense pas, mais pour prendre une place en Ligue des Champions bien sûr la saison prochaine. Donc voilà, Richarlison qui est en train de fêter, célébrer le but de Johnson, hein, comme j'ai dit en toute fin de match, ce but à la 96e minute de jeu. Tous les autres résultats, donc je vais parler des plus grosses équipes, hein. Sinon, ce soir, il reste un match. Chelsea se déplace à Crystal Palace ce soir à 21h. On parlera bien sûr du résultat. Demain, c'est un derby. Hein. Crystal Palace à Londres. La même chose pour Chelsea. Le classement, donc Liverpool en tête. 2 points d'avance sur City. Après City, un match en retard. Donc City, s'ils gagnent leur match en retard, repassera devant Liverpool. Donc Arsenal toujours à la lutte, hein, c'est que elle va être palpitante hein, bien sûr cette fin de Première Ligue. Il reste 14 journées hein, par exemple pour Liverpool, il y a 38 journées en tout. Alors après Tottenham un peu décroché, mais bon c'est encore jouable pour eux. Puis après Manchester, après voilà Chelsea 11e, il faut qu'ils gagnent à Chelsea parce que les sont très très loin au classement. Et toujours tiens avec cette Première Ligue, une petite info, au moins 2 buts lors des 26 même 27 derniers matchs de Première Ligue avec un total de 114 buts. Hein. Donc regardez, là c'était par exemple le dernier, on peut voir 6-0 hein, pour Arsenal contre West Ham, mais après il y a eu un match à Manchester contre Aston Villa, il y a eu 2-1, donc 3 buts dans le match, mais c'est vrai que sur les 27 maintenant derniers matchs, il y a eu au moins à chaque fois 2 buts inscrits. Ah, voilà, donc ça marque beaucoup actuellement du côté du championnat de Première Ligue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de match où ça se finit à 0-0, 1-0, non, il y a au moins 2 buts inscrits sur les 27 dernières rencontres. On quitte l'Angleterre, direction l'Espagne, on commence avec ce match, c'était samedi 18h30, le Real contre Girona, et voilà, c'était le premier contre le deuxième, et voilà, le Real les gars surclassé, Girona 4-0, n'oubliez pas que le Real avait déjà gagné au match aller 3-0, donc ils ont mis un 7-0 score cumulé à Girona hein, cette saison. Bref, donc Vini buteur, Bellingham doublé, Rodrigo buteur, à noter que je suis lui en toute fin de match, il y a eu un penalty, il a tiré, bon il a touché le poteau, il n'a pas marqué, bon 4 ou 5-0 c'est pareil, 4-0 pour le Real Madrid qui a totalement dominé hein, cette équipe de Girona qui n'a pas vu le jour. C'est vrai qu'ils avaient gagné
par exemple au Barça, un 4-2, mais là pour eux contre le Real, c'était pas possible, c'était totalement trop fort le Real. 16 tirs, 6 tirs cadrés, 4 buts, voilà, Real Madrid, ultra efficace, puis Gérone, c'est 5 tirs, 0 tirs cadrés pour Gérone. Le gardien, il a rien eu à faire. Même moi j'aurais rigolé, peut-être j'aurais rien eu à faire lors de cette rencontre. Bref, le Real s'impose 4-0, un match à sens unique tout simplement. Et au bout de 6 minutes de jeu, il y avait déjà l'ouverture tout simplement de ce jeu. On peut voir, voilà, Vini, tiens, buteur, 6 minutes, il était déjà buteur, Vini Junior, et c'est vrai qu'il a fait un gros match, donc buteur et triplement, je crois que là c'est marqué 3 passes D, je crois qu'il en a fait que 2. C'est peut-être une petite erreur d'ActuFoot, mais voilà, il a fait quand même un énorme match tout simplement. Vini Junior, qui a été exceptionnel, et Ancelotti en conférence de presse, il a dit, Vini a joué un match de haut niveau, il est très important quand il joue de cette façon, avec ce niveau et cette attitude, il est le meilleur au monde, pour lui, c'est le meilleur joueur au monde quand il est dans cette aptitude là, vraiment de tout donner sur le terrain, de ne pas s'embrouiller avec les arbitres ou les adversaires, ou même les supporters adverses, parce qu'on sait que des fois il dérive un petit peu Vini, vraiment quand il est vraiment il se focalise à fond sur le foot, c'est le meilleur joueur du monde, d'après Carlo Ancelotti. Et Vini, les gars, réconforté. Yann Couto en pleurs après la défaite 4-0 de Girona. Yann Couto, qui est un joueur de Girona qui rêve de jouer au Real Madrid. Bon, il a complètement floppé. C'est celui qui a provoqué le pénalty en toute fin de match, puis il n'a pas été bon. Donc il était dégoûté parce que s'est dit, tiens, je joue contre le Real, le club où je rêve de jouer, puis je fais un match honteux en gros, donc le Real peut-être va pas vraiment me recruter, on ne sait pas. Donc Vini est parti le réconforter à la fin de la rencontre. Tiens, Vini Camavinga, ça nous fait penser un petit peu à la Cristiano Ronaldo avec Marcelo à l'époque, même célébration bien sûr pour ces joueurs. Et Vini, la même célébration que Jude Bellingham, parce qu'on va parler aussi de Bellingham, énorme match de la part du joueur du Real Madrid. Et Bellingham a été décisif, il a marqué un doublé, a été décisif pour la 27e fois en 29 matchs cette saison. Pour une première saison au Real Madrid à 20 ans, c'est tout simplement monstrueux. Il a été acheté cher. On se demandait s'il allait réussir en Espagne. Oui, il réussit totalement. Jude Bellingham, c'est tout simplement exceptionnel. Et le gros coup dur, parce que c'est un énorme coup dur quand même pour le Real, c'est qu'il a subi une grosse entorse. Il est sorti sur blessure. Ancelotti a dit à la fin du match, c'est pas trop grave tout ça. Si, parce qu'il va être forfait. 2 à 3 semaines. Du coup, le match pour demain là, contre Leipzig, il est forfait en Ligue des Champions. Il sera forfait également pour le match contre le Rayo, Séville et Valence. Bellingham qui est forfait 3 semaines. Ça, c'est un gros coup dur pour l'équipe du Real Madrid. Tu as Jude Bellingham, les gars, sur son compte Instagram. Il y a une petite photo de lui. Regardez ce qu'il a mis Fede Valverde. On ne peut pas jouer avec 3 jambes. Je ne sais pas si vous avez compris. Regardez bien la photo. Vous allez comprendre directement. On va parler de la carte des passes de Toni Kroos avant-hier. Voilà. En vert, c'est quand c'est une passe réussie. En rouge, c'est dire c'est loupé. Une petite passe, loupé en bas à gauche. Sinon, c'est exceptionnel tout simplement. Comme d'habitude, un Toni Kroos qui est en fin de contrat, en fin de saison. C'est toujours pas ce qu'il va faire. On espère qu'il reste du côté du Real. Et Michel, l'entraîneur de Girona, après la défaite 4-0, il a dit le Real, le Barça et l'Atlético ne sont pas dans notre championnat à nous. Nous nous battons pour jouer en Europe. Notre ligue à nous, c'est Betis, le Real Sociedad, Bilbao, voilà ces équipes-là, mais pas le Real, le Barça et l'Atlético qui sont dans un autre monde, d'après le coach Michel. Le Barça, en parlant d'eux, il joue contre Grenade hier soir et voilà, le Barça pas un bon résultat. 3-3 contre Grenade, ça sent pas bon, surtout que le Real s'est imposé, donc là il y a encore plus de points d'écart entre le Real et le Barça. Au classement, donc Lamine Yamal pourtant a fait un gros match doublé, Lewandowski a été également buteur. Mais comme souvent cette saison, le Barça craque en défense. Ils ont pris encore 3 buts à domicile. Ils en avaient pris 5. Je me souviens, il y a quelques jours, contre Villarreal, une défaite 5-3. C'est pas possible la défense. C'est pas possible, les gars, du côté du Barça cette saison. C'est tout simplement une catastrophe. Donc, les statistiques de la partie. Pourtant, le Barça, regardez, il n'a même pas en plus dominé. C'est pratiquement pareil. 11 tirs, un tir cadré de plus. Donc, voilà, on va dire le nul est plutôt logique. Et contre-performance, bien sûr, des Blaugrana. Séville contre l'Atlético. Séville s'est imposé 1-0. Romero, l'unique buteur du match. Donc, félicitations à eux. Donc, week-end parfait quand même pour le Real parce que déjà ils ont battu Gérone deuxième, le Barça a fait nul et l'Atlético a perdu. Donc avec le Real qui s'est imposé dans le top 4, donc parfait bien sûr pour le Real Madrid. Et bref, donc l'Atlético s'est fait battre et surtout ils ont peut-être perdu Morata pour la fin de saison. Donc Morata est sorti en pleurs avant la mi-temps du match, donc il était touché gravement au niveau du genou. On se dit genou, attention, ligament, je sais pas, ligament croisé, on ne sait pas, il va passer des tests aujourd'hui. On n'espère pas que ça soit ça, bien sûr, pour Morata. On en reparlera demain, bien sûr, de ce qu'il a. On va parler de la Real Sociedad, qui affronte le PSG après-demain. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant leur dernier match, avant de venir au parc? Ils jouent contre Osasuna, ils ont perdu 1-0. La Real Sociedad, c'est que les gars, ça va pas fort. La Real Sociedad, avec le PSG, les gars, ils vont peut-être affronter cette équipe au mieux parce que, bon, ils ont dominé la Real Sociedad, mais voilà, il y a une défaite avant Paris et surtout, sur leurs 4 derniers matchs, voilà, ils ont fait 3 nuls, une défaite, mais ils n'ont pas marqué depuis 4 matchs, depuis 394 minutes. Ils n'ont pas marqué le moindre but. 3 fois des 0-0, puis une défaite 1-0. Donc voilà, on espère
Bon, je pense que le PSG va quand même prendre un but mercredi, mais j'espère que le PSG va gagner. Mais bon, ça fait quand même 4 matchs d'affilée qu'ils n'ont pas marqué le moindre but. Cette équipe, la Real Sociedad. Bref, tous les autres résultats, il reste un match ce soir. Almeria, Athletic, Bilbao est au classement. J'ai dit que le Real qui a fait la très bonne opération. Donc 61 points, donc 10 points d'avance maintenant sur le Barça à 14 journées de la fin. Ça sent très mauvais, bien sûr, pour le Barça. L'Atlético, 4e. Donc voilà, le Real Madrid s'envole pour remporter ce championnat espagnol. Du côté de l'Italie, l'AC Milan contre Naples. L'AC Milan s'est imposé 1-0 grâce à Théo Hernandez. Magnifique match et très beau but de sa part. Comme souvent, c'est certainement peut-être le meilleur défenseur gauche actuellement au monde, Théo Hernandez. Donc félicitations à l'AC Milan et Hernandez cette saison. Déjà décisif à 6 reprises en 20 matchs, 4 buts et 2 passes D, c'est pas mal, surtout pour un défenseur gauche. Voilà, on parle beaucoup de Grimaldo qui a des stats exceptionnelles, mais voilà, Hernandez aussi il a des stats exceptionnelles. Pourquoi je parle de Grimaldo? Parce qu'il est également défenseur gauche, genre Bayer Leverkusen qu'on va parler là dans quelques instants. Donc voilà, Hernandez, les gars, grosse partie de sa part. L'Inter, joue à l'AS Roma et l'Inter s'est imposé 4-2. Grosse partie bien sûr de cette équipe. Donc Bastoni, Acerbi et Marcus Thuram inscrit un doublé lors de cette rencontre. Donc félicitations à l'Inter Milan qui conforte, on va dire, sa première place. Et Thuram, auteur d'un doublé. Donc cette saison en série avec l'Inter, c'est 23 matchs, 9 buts et 7 passes D. N'oubliez pas que ce joueur est arrivé gratuitement. Il est en fin de contrat avec son club de Gladbach saison dernière. Énorme recrue, bien sûr, pour l'équipe de l'Inter. L'Atalanta, ça a mis 4 buts à l'équipe du Renoir, donc parfait. Pour cette équipe, voilà, pour les statistiques, ils ont un peu plus dominé. Logiquement, l'Atalanta s'est imposé. La Lazio s'est imposé 3-1 du côté de Cagliari et Immobilier. On peut voir qu'il a été buteur à la 49e minute de jeu. Et pourquoi on parle d'Immobilier? Donc les stats là tout d'abord, mais Immobilier parce qu'il vient d'inscrire son 200e but de sa carrière en Serie A. C'est le 8e meilleur buteur de l'histoire du championnat italien. Et le 7e est un certain Roberto Baggio avec 205 buts. Un Baggio légende du football italien. Lui, il a 200 buts, donc il a 5 buts, 6 buts de passer devant Baggio Immobilier. Donc voilà, c'est pas qu'à la Lazio, il a joué dans plein d'équipes, bien sûr du côté de l'Italie, mais 200 buts en carrière en Serie A. Félicitations à Immobilier. Tous les autres résultats, donc bon, je parlais des plus grosses équipes. Il y a Fiorentina par exemple 5-1 contre Frosinone ce soir. La Juventus contre Udinese, c'est ce soir à 20h45, on en reparlera demain. Classement des meilleurs buteurs, Lautaro reste en tête, Giroud 11 buts, ou Thuram qui a 9 buts cette saison. Thuram maintenant qu'on peut le voir là dans le top des meilleurs buteurs du côté de la Ligue italienne. Et le classement, donc l'Inter réalise la très bonne opération, 60,7 points d'avance sur la Juve qui joue ce soir. Bon, la Juve aura toujours un match de plus sur l'Inter après leur match joué tout à l'heure. Donc voilà, l'Inter bien parti. On commence à voir comme les champions qui se décrochent dans chaque ligue, chaque gros championnat. Les premiers sont en train de se décrocher, à part peut-être en première ligue où c'est encore très serré. En Allemagne, donc il y avait un gros match, Leverkusen contre le Bayern Munich, et Leverkusen a posé un 3-0 Bayern Munich. Donc Stanisic, Grimaldo et Frimpong ont été les 3 buteurs. Grimaldo, Frimpong, les latéral gauche, latéral droit, les deux ont été buteurs, c'est fou. Donc les stats, 14 tirs, 8 tirs cadrés, 3 buts inscrits. Le Bayern, les gars, bon, ils ont la possession, 62, c'est bien dans la possession, mais seulement un tir cadré dans le match. Voilà, ça, ils n'ont pas vu le jour. En gros, le Bayern Munich, Leverkusen est totalement trop fort. Donc, leader de la Bundesliga, 5 points d'avance maintenant sur le Bayern, qualifié en demi-finale de la Coupe allemande et en 8e de finale de l'Europa League. Seule équipe invaincue du top 5 européen, 31 matchs sans perdre, c'est fou. 93 buts inscrits, 27 victoires, 4 nuls, 0 défaite depuis août dernier. On est au mois de février. Depuis août, ils n'ont pas perdu le moindre match. Le Bayern Leverkusen, regardez, leurs 31 matchs cette saison. Il n'y a pas de défaite, il y a beaucoup de victoires, quelques nuls, mais 0 défaite. C'est exceptionnel. Puis maintenant, il commence à prendre 5 points d'avance sur le Bayern Munich. On a la 21e journée, il reste 13 matchs, 13 journées, encore il y a 34 journées du côté de la Ligue allemande. Donc voilà, ils ont le droit à un joker, ils peuvent perdre à la limite un match. Ils seront toujours devant le Bayern Munich pour cette fin de saison. Et malgré la défaite 3-0 du Bayern à Leverkusen, le poste de Thomas Tuchel n'est pas menacé d'après les infos qui viennent d'Allemagne. Donc il se sort plutôt bien, parce que là, il floppe totalement comme Thomas Tuchel. Donc la saison du Bayern est pour l'instant morose, perd la Super Coupe d'Allemagne face à Leipzig, éliminé de la Coupe allemande face à une Détroit, et dauphin du Bayern, Leverkusen qui compte 5 points. Ils vont peut-être faire une saison blanche. C'est quasiment du jamais vu, les gars, une saison blanche pour le Bayern. C'est pas possible. Parce que maintenant, bon, on va dire le championnat c'est encore jouable, mais bon, il va falloir revenir sur le Bayern Leverkusen, sinon il reste la Ligue des Champions. Ils peuvent bien sûr la remporter, mais voilà, quand on voit comment ça joue actuellement le Bayern, ça va être compliqué pour eux. Et ça, regardez, il y avait Nagelsmann qui était présent, l'ancien coach. N'oubliez pas que Nagelsmann a été viré pour mettre Thomas Tuchel à sa place. Nagelsmann, ça se passait plutôt bien pour lui. Et c'est vrai qu'il voulait absolument mettre Thomas Tuchel sur le banc. Puis on peut voir que pour l'instant, c'est plutôt un flop. C'est plutôt un flop parce qu'on peut voir qu'il y a eu beaucoup de trophées qui ont été quasiment perdus avec la Ligue allemande là, qui est quasiment, on peut dire, perdue. Bon,
parce qu'on voit pas, enfin moi je vois pas comment Leverkusen s'effondrait là après tout ce qu'ils ont fait en début de saison. Hein, ils sont tout simplement exceptionnels. Et Grimaldo, tiens, n'oubliez pas que ce joueur, les gars, un petit rappel, hein, il est arrivé l'été dernier gratuitement. Le Benfica, il est en fin de contrat. Il pouvait signer où il veut gratos. Il allait au Benfica. Enfin, il est venu au Leverkusen, provenance du Benfica. 10 buts, 11 passes D cette saison pour Grimaldo. Et Frimpong tient également buteur. Alors du match, 8 buts et 10 passes D. Exceptionnel, les deux latéraux hein, du côté de Leverkusen. Et Frimpong, les gars, il a marqué un but, le but du 3-0 en toute fin de match. Parce qu'il n'y avait plus personne dans les buts. Neuer, les gars, il est en attaque, il est en pointe. Hein, parce qu'il y avait 2-0, ils essaient de revenir. Du coup, corner, il est monté, puis contre-attaque. Et Frimpong a marqué dans le but vide du Bayern Munich. Et regardez cette photo où ce supporter de Leverkusen en train de prendre en photo supporter du Bayern Munich qui était lui dépité alors que l'autre il était en train de se chambrer totalement. Voilà, on se foutait de sa gueule tout simplement après la défaite. Bref, Augsbourg contre Leipzig de partout. Donc voilà, on peut voir que les buteurs. Leipzig fait un peu du surplace là, ces derniers temps. Donc les statistiques de la partie et Luis Openda, tiens. Donc 30 matchs parce qu'il a marqué. Hein. On peut voir Openda et Sesko, donc Openda buteur. 30 matchs, toutes compétitions confondues, 19 buts et 4 passes D. Il nous fait une énorme saison quand même du côté du RB Leipzig. Luis Openda, donc là c'est toutes compétitions confondues en championnat. C'est 21 matchs, 15 buts et 4 passes D. Hein, les stats sont quand même exceptionnels pour l'ancien Lensois. Il y a aussi Stuttgart contre Mayence. Stuttgart s'est imposé 3-1 et on va parler de Undav parce qu'il a marqué le 3e but de cette équipe de Stuttgart et Undav hein, cette saison en championnat les gars c'est 18 matchs, 13 buts et 4 passes D et Guirassy les gars c'est 14 matchs, 17 buts, une passe D donc les deux attaquants, les deux numéros 9 Undav et Guirassy sont actuellement exceptionnels du côté de Stuttgart. Stuttgart hein, qui actuellement on va voir, c'est un 3e du championnat donc un petit coup d'œil tout d'abord à tous les autres résultats et Leverkusen en 5 points sur le Bayern, le Bayern a 7 points d'avance sur Stuttgart mais Stuttgart 3e hein, l'équipe par exemple de Guirassy donc voilà concernant ce classement de la Bundesliga. Donc voilà les gars tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. C'est vrai que ça a été long, hein, 49 minutes de vidéo, mais les gars je suis obligé. Si vous voulez que je mette tout ça ensemble, sinon je fais dans l'after zap image et je mets par exemple la CAN dans l'after zap image. Mais j'étais obligé de parler de la CAN dans la vidéo principale, c'était quand même la finale bien sûr. Donc voilà, on a parlé de tout ce qui s'est passé ce week-end. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. A plus tard.